Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cette semaine avec notre brochette d'experts avec qui nous allons analyser les petits et surtout les grands événements de la semaine. Je vais vous les présenter tout de suite en commençant par Mehmet Koksal. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe. Faut-il rappeler que vous êtes journaliste ? Peut-être, parfois, ça aide. Voilà, c'est dit. J'ai le plaisir aussi de recevoir Michel Goethe, bonsoir. Bonsoir. Écrivain et journaliste également. À vos côtés, Opaline Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'UNECOF, l'Union des étudiants de la communauté française. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin, je vous présente Yvan Vandenberg, bonjour. Bonjour. Blogueur. Et vous vous présentez comme citoyen bruxellois engagé. On verra ça dans le courant de l'émission. Alors, on va commencer par une polémique, ou plutôt deux polémiques pour le prix d'une, grâce à Theo Franken cette semaine. La première est liée à la présence d'une délégation saoudienne pour identifier les migrants du parc Maximilien. On en parlera dans cette émission. Mais la deuxième polémique, elle est née lorsque cette image, celle que vous allez découvrir tout de suite, a été postée sur les réseaux sociaux par Écologie. Theo Franken en uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale, une manière un peu trash de dénoncer la politique du secrétaire d'État NVA à l'asile et à la migration. Conséquence, Theo Franken demande des excuses, il ne les obtient pas et il décide finalement de porter plainte. Alors, fallait-il publier cette image ? La première question que l'on pose à nos experts. Mehmet Koksal, votre avis ? En tout cas, ça a eu le mérite de faire parler des dérapages du secrétaire d'État. Moi, je trouve dans cette polémique et la contre-polémique, parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que la séance plénière de la Chambre, le groupe NVA a quitté l'hémicycle. Ouais, il en a profité un petit peu. C'est quand même quelque chose de grave de quitter l'hémicycle, le Parlement belge, pour une photo partagée sur Facebook par des jeunes écologistes. Je veux dire, c'est vraiment jouer le théâtre politique de manière la plus mauvaise possible. Ouais. Parce que qui utilisait justement les images, les provocations sur Internet, sur Twitter, c'est bien Theo Franken. Rappelez-vous comment on voyait les têtes égorgées de migrants, etc., ou ces jeux, ou ces provocations avec le nettoyage et tout. Donc tout ça par un secrétaire d'État qui est assez ingérable et incontrôlable. Donc selon vous, pour résumer, il fallait la publier ? On peut publier, c'est un homme public, on peut le critiquer, on peut grossir les traits de sa politique pour justement le critiquer. Je trouve que Écologie n'a pas fait d'erreur et il ne doit pas présenter ses excuses. Alors, Michel Goethe, c'est vrai que certains disent que ça fait la pub du secrétaire d'État qui est déjà très populaire. Votre avis sur le sujet ? Moi, je suis de la génération qui a crié CRS-SS. Et bien entendu, les CRS de Gaulle n'étaient pas des nazis. C'était une manière de critiquer la brutalité avec laquelle il réprimait les manifestations. Donc c'est un peu la loi du genre de forcer le trait. Ça me choque quand on le fait pour les Israéliens, pas parce que c'est excessif, puisque c'est la loi du genre, mais parce que prêter à des victimes de génocide les traits de leurs génocideurs, ça c'est vraiment too much, je trouve. Enfin, il y a quelque chose d'indécent. Et dans ce cas-ci, c'est un peu l'inverse. Dans le nationalisme flamand, il y a eu des collusions réelles avec le nazisme. On attend d'un parti nationaliste aujourd'hui qui se dit démocratique, qu'il ait fait le bilan de cela, qu'il s'en soit détaché, qu'il n'y ait plus aucune équivoque possible. Or, précisément, les propos réguliers des élus de la NVA, les manifestations auxquelles ils se rendent, les commémorations auxquelles ils se rendent, montrent que cet héritage n'est pas complètement digéré et qu'au lieu de rester confiné dans certains cafés d'Anvers, il est maintenant au cœur du gouvernement. Et donc, pour répondre à la question... Je pense que le fait de faire une affiche qui n'essaye pas de convaincre, mais qui interpelle sur cette question et qui dit aux nationalistes flamands « il est grand temps que vous mettiez de l'ordre dans cet héritage », c'est plutôt positif. Voilà, donc pour nos deux experts, il fallait publier donc, cette photo, il n'y a pas de souci. C'est votre avis aussi, Opaline Meunier, finalement, on est jeune et pourquoi pas être provoquant quand on est jeune, quoi. Mais non seulement pourquoi pas quand on est jeune, mais en plus c'est leur rôle. Ils sont une organisation de jeunesse, ils sont là pour amener le débat aussi auprès des jeunes et pour critiquer de la manière qui leur semble la plus justifiée. Et dans ce cas-ci, il me semble en effet que faire une caricature, ça rentre tout à fait dans la mission que peut avoir Écologie, que peuvent avoir les jeunes MR, les jeunes socialistes, etc. Alors la référence au nazisme est peut-être un peu borderline. Il n'y a pas de référence au nazisme, c'est l'armée. Oui, c'est vrai qu'on a fait l'amalgame, effectivement, avec la référence au nazisme. On peut jouer sur la limite, mais je pense que c'est comme ça que tout le monde l'a compris. Était vraiment borderline, mais je trouve que ça rentre tout à fait dans leur mission et ça a vraiment eu le mérite de créer le débat, donc bravo à eux. Alors justement, l'allusion au nazisme, Yvan Vandenberg, c'est vrai qu'elle n'était pas
clair, mais en tout cas beaucoup ont été jusque-là, et certains disent qu'on utilise un peu trop à la légère ce type de symbole. Écoutez, je pense qu'effectivement, l'allusion au nazisme, elle n'était pas là, c'est ce qu'on a dit autour. Moi, je dirais en tout cas, chaque fois que Theo Franken prend des postures comme il en prend, il suscite des réactions et des images comme celle-là. Il ne faut donc pas être surpris que des jeunes forcent un peu le trait et ils ne l'ont pas mis en Asie. Et je dirais une deuxième chose, chaque fois qu'il fait ça, il fait tirer les bretelles, mollement d'ailleurs, par le Premier ministre, et dans tous les sondages, il gagne encore quelques points, y compris à Bruxelles. Donc je pense pour lui, c'est une très bonne opération. Oui, et pour vous, il fallait pas publier l'image. Mais bien sûr, il faut. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas la publier. Ce serait la censure, point. Quoi. Il ne faut surtout pas quitter l'hémicycle pour une photo sur Facebook, parce que sinon vous n'allez plus aller à l'hémicycle du tout, quoi, je crois. Ouais. Voilà, on vous aura bien compris. On va voir ce qu'en pensent tout de suite nos invités. On va les faire entrer tout de suite. Il s'agit de Ridouane Chahid, qui est député bruxellois PS, et Julie de Groot, députée bruxelloise CDH et présidente du Parlement francophone bruxellois. Et voilà, ils rentrent d'un pas décidé sur notre plateau, prêts à en découdre. Ils ont entendu les 4 experts qui sont unanimes. Il fallait pouvoir publier cette image de Theo Franken. Votre avis là-dessus, Julie de Groot? On a fait beaucoup de bruit pour rien? Ah non, non, non. On doit continuer à faire beaucoup de bruit pour par rapport à l'image, hein, je parle de l'image. Alors par contre, l'image qui vient des jeunes écolos aller commencer à attaquer ça en justice, non, franchement, ça c'est ridicule. Mais par contre, il faut continuer à faire beaucoup de bruit par rapport au dérapage, au redérapage, au re-redérapage de M. Franken, parce qu'à un moment, le dérapage et l'outrance, c'est la banalisation. Et c'est ça qui pose vraiment question. C'est à un moment la banalisation, d'employer des termes comme nettoyer, d'être complice, parce qu'en fond, nous sommes tous complices. Hein, à un moment, quand on a une délégation soudanaise dont on ne sait pas de qui elle est constituée. On va revenir aux sources de la polémique. Là, on parle de l'image plus particulièrement. On est complice. Et donc, à un moment, il faut pouvoir continuer à faire beaucoup de bruit pour beaucoup de choses, en fait. Pour grandes choses. Ridouane Chahid, vous aimez bien, vous, être caricaturé? Oui, enfin, j'ai pas de souci à ce qu'on me caricature. En tout cas, en ce qui me concerne, je soutiens à 200% la caricature qui a été faite par les jeunes écologistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter certaines réalités de notre démocratie. Je pense que Theo Franken est un peu l'arroseur arrosé, puisque lui-même est un spécialiste des caricatures, et il ne se gêne pas pour publier sur Facebook et autres un certain nombre de caricatures qui pointent du doigt, qui stigmatisent et qui sont à la limite du racisme. Aujourd'hui, il a été pris à son propre jeu. Moi, je soutiens les jeunes écologistes. Je n'ai aucun souci avec cela. Et je pense que ce qui les gratine encore plus, c'est le fond du problème. C'est qu'en fait, on a pointé du doigt le fait qu'en tant que secrétaire d'État, il ne fait pas son job. Ouais. Ça, c'est la réalité. Alors justement, si vous le voulez bien, avant de poser les questions, on revient aux sources de la polémique. Donc la présence de cette délégation saoudienne au parc Maximilien. Soudanaise, pardon. Il s'agit effectivement d'un régime dictatorial, et ça a donné lieu à une passe d'armes plutôt virulente entre le président de la Ligue des droits de l'homme, Alexis de Soif, et le député flamand N-VA, Karl Van Loo. C'était mercredi sur le plateau de notre magazine M. Voyez plutôt. L'identification avec l'ambassade, ça se fait pour ceux qui sont en fin de procédure et pour les sans-papiers, pas pour des demandeurs d'asile. La France travaille aussi avec des délégations officielles de Soudan. Il y a des autres pays qui l'ont fait. Ouais. En Europe, c'est une pratique qui est reconnue par plusieurs pays, même le Norvège, même la Suède. Il y a d'autres pays qui font la même chose. Notre préoccupation, c'est que la Belgique respecte ses engagements internationaux, et notamment la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention de Genève. Et ici, aujourd'hui, l'acte posé par M. Franken, il est non seulement immoral de collaborer avec une des pires dictatures au monde, mais en plus, il est illégal parce qu'en amont de toute demande de protection, il fait identifier par les services du pays en question que les personnes ont fui pour leur sécurité, leur liberté ou leur vie. Il les fait identifier. Et c'est là que c'est illégal. Voilà, donc la question est lancée, légal ou pas. Pour la NVA, c'est légal. Il dit que tous les droits de ces migrants sont sauvegardés. Qui veut intervenir là-dessus? Michel Goethe? Mes grands-parents maternels sont arrivés en Belgique de Pologne en 1912. Et dans les années 30, plus de 20 ans plus tard,
la police des étrangers, ça s'appelait pas l'office des étrangers à l'époque, ça s'appelait clairement la police des étrangers, continuait à faire des enquêtes de voisinage, des enquêtes de ressources, des enquêtes sur les fréquentations de mes grands-parents, se demander pourquoi leur fille, ma mère, faisait des études alors qu'elle aurait pu travailler. Et c'était une police. Et la police s'occupe de sécurité. Elle regarde, c'est sa logique, comme la police des mœurs, comme la police criminelle, comme la police des stupes. Elle regarde les gens sous l'angle de la sécurité. Et ce que M. de Soif dit, et beaucoup de démocrates, c'est que la question des migrants et a fortiori celle des réfugiés, c'est une question politique, sociale, économique. C'est aussi une question de sécurité. Et donc vous êtes scandalisé par ces pratiques. La sécurité n'est pas le premier aspect. Il faut bien entendu de la sécurité dans un pays pour vérifier si on n'accueille pas des terroristes ou des assassins, mais ce n'est pas l'élément principal. Et le ministre en charge, le secrétaire d'État, se préoccupe uniquement de cette question, va dans le sens de la xénophobie, des craintes, surfe sur une vague populiste qui est très, très désagréable pour une démocratie. Ouais. Je vais vous poser une question à nos invités. Sur les réseaux sociaux, on explique, M. Chahid, que ce n'est pas le secrétaire d'État Franken qui a commencé les rapatriements vers le Soudan, mais ça se passait déjà sous le gouvernement d'Irupo. Je ne sais pas si, à l'époque, vous étiez au courant de ce genre de pratique. C'est une manière pour M. Franken de se défendre et de cacher en fait, le fait qu'il ne fait pas son travail, puisque en faisant cet accord avec des agents soudanais, il explique clairement que le gouvernement fédéral n'a pas les moyens d'accueillir ces personnes et de répondre à cette problématique. Est-ce que ça se faisait déjà auparavant? Si je peux me permettre, moi, je n'ai pas connaissance de fait que ça se faisait avant, mais soit. 2, si je peux me permettre, et ce n'est pas mon habitude, mais je vais ici citer un libéral connu, un ancien ministre-président MR, Hervé Asquin, qui a comparé les pratiques de M. Franken aux pratiques de Vichy. Le message est clair. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que le MR, qui se dit être un parti démocratique, peut encore collaborer, faire une coalition au fédéral avec un parti qui utilise des thèses qui sont quasi des thèses d'extrême droite. Voilà. Ça, c'est la question. Parce que la question, c'est pas tant le rapatriement. Ça, c'est une question politique. On peut discuter à la Chambre de savoir si le Soudan est un pays sûr, si on peut avoir des rapatriements. Pour Amnesty International, c'est clair que c'est une dictature. Je suis d'accord, moi aussi, c'est pas un pays sûr, franchement, évidemment. Mais ici, c'est l'identification. C'est ça qui est vraiment choquant. Et le député NVA qu'on vient d'entendre dit l'identification par une délégation officielle du pays même qu'ils ont fui pour des raisons connues de tous, une condamnation par la Cour internationale pénale, donc un régime qui est... Ils font ça pour d'autres pays, le Maroc, l'Algérie... Et la NVA dit que la France le fait également et d'autres pays également. Ce pays-là est au banc de toute la communauté internationale pour ces pratiques autoritaires. Vous croyez vraiment que si d'aventure, d'ailleurs, ils étaient identifiés, il n'y aurait aucune répercussion sur leur famille, sur leurs proches? La délégation officielle, l'identification... Voilà, c'est vraiment en néerlandais walgelijk. Ouais, Opaline Meunier, oui. Et puis Yvan Moi, je voudrais réagir à l'argument des faibles, je trouve utilisé ici dans l'interview qui vient d'être diffusée, de dire d'autres pays le font et c'est légal. Ouais. Alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, je n'en sais rien si c'est légal, mais même si ça l'est, à un moment, il faut se rappeler que les hommes et les femmes politiques ne sont pas juste là des applicateurs bêtes et méchants d'une loi qui parfois est immorale et injuste. Et là, des hommes et des femmes politiques doivent se poser la question de dire, est-ce que là, il n'y a pas un problème de moralité? Est-ce que le gouvernement fédéral se regarde dans la glace le soir en disant « Ah, on n'a fait que appliquer la loi ». Non, à un moment, il faut pouvoir mettre un holà et mettre la limite de ce que la population et de ce que les autres hommes et femmes politiques de leur même parti peuvent considérer comme normal et moral. L'efficacité versus l'humanité, la part d'humanité, c'est pas l'efficacité ne justifie pas n'importe quoi et tout. Yvan van den Berg, pour terminer sur cette question. Oui, écoutez, je pense que la Belgique a une longue tradition d'accueil d'exilés. Rappeler Victor Hugo, Rimbaud, Karl Marx même. Je rappelle aussi le grand nombre d'exilés fiscaux français qui sont arrivés en Belgique. Je ne pense pas qu'on ait fait venir la France pour contrôler leur état de fortune. Donc, tout à coup, pour ce pays-là, on prend des mesures, alors que je ne pense pas me tromper en disant que cet État est reconnu comme génocidaire, carrément. Donc, ce n'est absolument pas rien que de les faire venir. Quand bien même on dirait on le fait pour d'autres, non, là on est dans un cas très particulier où c'est évidemment tout à fait inacceptable. Et sans doute que c'est heureux à entendre pour une partie de la population qui dit que lui, il fait quelque chose.
Voilà, et juste une petite précision par rapport à l'attitude du MR. Vous avez souligné la réaction d'Hervé Asquin, ancien ministre-président libéral. Nous, on a essayé, pour ce débat qu'on a réalisé, d'avoir des réactions du MR. On doit vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à avoir quelqu'un sur le plateau. On n'a même pas réussi à avoir un représentant MR. Alors, il y a eu diverses explications qui ont été données, des raisons d'agenda notamment, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas réussi à avoir quelqu'un du MR sur le plateau pour débattre avec Monsieur De Soif. Voilà, c'est dit. On va passer maintenant à la rentrée. Ce n'est pas étonnant. Si je peux me faire une autre parenthèse, ouais, je voulais passer à autre chose. Vous savez qu'au Parlement bruxellois, mardi dernier, nous avons voté, à l'initiative de Madame De Batz, une ordonnance qui renforce la lutte contre anti-discrimination. Le Vlaams Belang a voté contre et la NVA s'est abstenue. Voilà. Voilà, maintenant on passe à l'autre sujet. Justement, vous parliez du Parlement. On va y aller, à ce Parlement, puisqu'il a voté la confiance au gouvernement bruxellois dans une drôle d'ambiance. Mercredi, le PS, DEFI et CDH continuent donc à tenir les rênes de la région, mais on dirait presque qu'ils sont condamnés à gouverner ensemble, tant le CDH semble traîner les pieds dans cet attelage dont il ne veut plus. Voyez ce reportage de Tammy Tanquin et Nicolas Kennart. C'est décidé, la majorité du Parlement bruxellois accorde sa confiance au gouvernement. Un vote sans grande surprise, ou presque celle d'une abstention dans les rangs du CDH. Je suis donc abstenu, c'est non seulement pour rappeler que ce vote a pour objectif, Monsieur le Ministre-Président, de vous rappeler chaque jour, dans chaque décision que prendra votre gouvernement, et ça a été répété plusieurs fois, à votre double devoir de transparence des pratiques. Autre fait marquant, en début de séance, le MR dépose un amendement à la motion de confiance. Charles Piquet juge la réaction excessive. L'amendement n'est donc pas recevable. Le vote a lieu. L'opposition fulmine. Est-ce que vous êtes déçu ici du vote ? Oui, pour les Bruxellois, parce que ça n'a pas de sens. J'ai dit c'est un mauvais spectacle politique, c'est un jeu de pitre quelque part. On sait très bien qu'il n'y a pas de confiance. Si on le voit, l'équipe continue à être divisée, c'est une catastrophe parce qu'il n'y aura plus moyen de travailler pour les Bruxellois. On a énormément d'enjeux, que ce soit en mobilité, en emploi, en logement, et on voit qu'ils ne sont même plus capables de se mettre d'accord, je dirais là, pour voter la confiance et dire on va continuer à travailler ensemble. Du côté de la majorité, la confiance est votée, mais il y a encore du travail. Ce que je recherchais, c'est avoir la confiance des 6 partis qui composent cette majorité. Dont celle du CDH. Évidemment, le but n'était pas que le CDH... Je ne suis pas maître du CDH, je tiens quand même à le dire, mais l'objectif, c'était clairement qu'il y ait à nouveau, pour prendre un terme bien connu, pour qu'on renouvelle à nouveau ses vœux. Nous souhaitons que cet accord de gouvernement soit strictement respecté et pas simplement les sujets que le couple PS-DEFI a envie de voir évoluer. Le vote de confiance apaisera-t-il les tensions au sein de la majorité ? On peut l'espérer, mais rien n'est moins sûr. Et oui, comment continuer à travailler dans ces conditions ? On peut se poser la question, Mehmet Köksal. On peut surtout poser la question au CDH. J'ai envie d'interpeller Madame De Groot. On a suivi le parcours du parti et on avait compris dans la stratégie de Benoît Ludgen, le président de parti, qu'il y avait un avant SAMU social et un après SAMU social. Le 19 juin, le scandale éclate, c'est un scandale bruxellois. Le CDH rompt la majorité en Wallonie et veut quitter aussi le pouvoir qu'il partage avec le PS. Qu'est-ce qui fait, Madame De Groot, que vous avez raté l'atterrissage à Bruxelles alors que vous aviez réussi à changer le gouvernement en Wallonie ? C'est difficile peut-être de suivre la trajectoire de votre parti actuellement en tant que Bruxellois. Non, je pense que c'est très simple à comprendre et que d'ailleurs on l'a dit et redit. On a fait un appel à DEFI de suivre justement une alternative, de suivre une autre façon de faire de la politique. Et DEFI, manifestement, a voulu rester avec le PS. Ça, ce n'est pas rater l'atterrissage. Ce n'est pas rater l'atterrissage. Vous auriez pu démissionner. Attendez, ce n'est pas rater l'atterrissage, c'est avoir clairement dit ce qu'on voulait. Par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a eu une fin de non-recevoir de la part de DEFI qui a dit qu'il préférait continuer avec le PS. Et dès lors, on s'est retrouvé devant ce que nous pensons être notre responsabilité, qui est de garantir des institutions bruxelloises qui fonctionnent encore pendant 18 mois. De ne pas être dans des fausses ou vraies
affaire courante, de réellement avoir des dossiers, que ce soit en urbanisme, on va adopter le code. Non, mais juste une question, parce que juste une question, Julie de Groot. Quand Benoît Serex dit qu'il est impossible de gouverner avec le PS et que vous devez le faire pendant 18 mois, dans quelles conditions cet exercice du pouvoir va-t-il se passer? Mais je pense que les conditions ont été dites de façon très simple et très claire par Benoît Serex à la tribune. Il a dit, pour nous, on a eu un accord de gouvernement, on veut rester loyaux à cet accord de gouvernement, mais par contre, ce sera cet accord de gouvernement, y compris ce qui nous intéresse nous. Et tout le monde sait ce qui nous intéresse nous, que ce soit les allocations familiales, que ce soit une assurance autonomie, ou que ce soit encore des pratiques de gouvernance, et dans un sens large de gouvernance, qui montrent que vraiment on a entendu un message post-SAMU social, comme vous le disiez. Madame de Groot, pour moi... N'oubliez pas d'interroger aussi Ridwan Chahit, parce que je suis sûr qu'il a des choses à dire là-dessus. Bon, alors à tous les deux. Cela me semble ne pas être de la politique, mais plutôt de la politique politicienne. Pour le citoyen, c'est inacceptable. Je voudrais dire aussi, ce qui est bon pour la Wallonie, est-il nécessairement bon pour Bruxelles? Votre parti, votre fédération bruxelloise, a-t-elle une autonomie suffisante par rapport à ce parti communautaire qui décide pour tout le monde? Ils ont réussi leur coup en Wallonie, ici pas. Alors quand vous dites on va continuer à travailler ensemble, bien sûr, c'est ce que tout le monde attend, parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui doivent aboutir. Pour ne prendre celui des avions, par exemple, on fait beaucoup confiance, Mme Frémaux, pour maintenir... Celui-là, c'est sûr qu'il n'aboutira pas. Donc, même avec une majorité très unie, il aurait du mal à aboutir. De dire aux chroniqueurs, journalistes, etc., aux avertis du monde politique, qu'il faut cesser de tout le temps parler de la stratégie politicienne de Benoît Ludgen, etc. Il y a eu au départ une véritable sincérité par rapport à l'écœurement que l'ensemble de la population, en tout cas francophone, avait par rapport à certaines pratiques. Le PS y compris. Donc voilà, il y avait vraiment une sorte d'écœurement, de dire, là, on doit marquer le coup vis-à-vis des citoyens. On doit marquer le coup pour dire, il faut arrêter et il faut changer. Mais voilà. On a écarté les photos. Ils ont marqué le coup en Wallonie, mais pas à Bruxelles. Voilà. Mais cet écœurement-là, c'est vrai que de dire qu'il y a une différence entre Wallonie et Bruxelles, c'est un peu mal mis. On aimerait bien qu'il y ait un petit débat. On aimerait bien qu'il y ait un petit débat avec Ridwan Chahit également. On parle de Bruxelles et du SAMU social. Vous en avez parlé vous-même. Vous avez effectivement fait la rupture sur la question de la gouvernance, mais Défi vous a posé des conditions très claires sur cette question et vous les avez refusées. Ce n'est pas Défi qui est resté collé au PS, c'est vous qui avez refusé les conditions qui vous ont été posées. C'est votre droit, mais en tout cas, c'est pas du tout. C'est pas du tout un choix de Défi. Défi était prêt à travailler avec vous à certaines conditions que vous avez clairement refusées. Il y a eu une seule vraie condition de la part de Défi sur le décumul, ce qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes, leur président en tête. Je suis pas en train de défendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la gouvernance, ce n'est pas que le décumul. La gouvernance, c'est plus que ça. Et je pense que même la semaine qui est passée montre qu'en termes de gouvernance, on a aussi dans les autres parties du chemin à faire. Donc, ne réduisez pas la gouvernance au seul Changer d'attelage, c'était ouvrir une crise politique, c'est parfaitement légitime, c'est normal. Dire qu'on ne veut plus gouverner, c'est-à-dire rompre la confiance, tout en la votant, sans faire tomber le gouvernement, en restant, ça c'est une crise de régime. Vous avez fait quelque chose là qui est extrêmement grave et que les citoyens n'acceptent pas. C'est du cirque. Vous répondez à cette question, à cette accusation, on va dire, de cirque. Mais non, je pense que d'abord, alors la confiance, c'est pas nous qui avons demandé la confiance. Il faut quand même maintenant, il faut quand même un tout petit peu maintenant remettre les choses à leur juste mesure. La demande de voter la confiance, à ce que je sache, c'est pas le CDH qui l'a demandé. On a parlé d'un peu d'une manœuvre. Le cirque qui s'est ouvert, c'est pas nous, Monsieur Loyal. Par rapport à Loyal là qui a ouvert le cirque, c'est pas nous. Par rapport, justement, ça va encore. Vous n'aviez pas confiance. C'est bien normal qu'on vous demande de voter. Par rapport à ça, justement, Ridwan Chahit, on a parlé un peu d'une manœuvre politicienne, ce vote de confiance. Dire que c'est une manœuvre, c'est un peu refaire la réalité. Alors, il y a eu cette fameuse crise, cette prise qui a été débranchée le 19 juin. Vous aurez remarqué que du 19 juin jusqu'à la fin du mois d'août, il n'y a pas eu d'expression de Rudy Verwoerd sur la question. Il n'a rien dit. L'été étant passé, il s'était dit, que les choses soient claires, que tout le monde allait rentrer dans le rang, qu'on avait constaté que les majorités n'avaient pas changé à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles, et que nous allons repartir d'un bon pied. Pas du tout.
nous sommes revenus de vacances. Il y a eu une interview de Benoît Serex qui attaque le système socialiste. Il y a eu une interview de Mme Frimaud qui nous attaque aussi. Et il y a eu une interview de M. Fassiferi qui remettait encore une couche sur tout cela. Le ministre-président, garant de l'accord du gouvernement, et se disant, il me reste 18 mois avec ce gouvernement, est légitime dans la demande qu'il fait. Il pose un acte, il demande à un de ses partenaires, voulez-vous... quand même, non? Tout à fait, c'est vous une parlez, inhabituelle. vous pensez une manœuvre. Non, non, attendez, je termine. Très rapidement. Non, voulez-vous... Est-ce que moi j'ai dit ça? Non, non, vous n'avez pas dit ça. Je vous posais la question. Moi je ne vais pas le dire que c'est une manœuvre. Voulez-vous, oui ou non, que ce gouvernement continue 18 mois dans le cadre d'un contrat que nous avons signé les 6 partis en juillet 2014. C'était la question que M. Vervoort posait. Nous avons... Ça devient quand même difficile pour aussi le gouvernement bruxellois de critiquer le fédéral et les mésententes entre les membres du gouvernement quand on sait toute l'auberge espagnole qui règne au niveau du gouvernement bruxellois. C'est ce que... Ouais, tout à fait. Sauf que l'auberge dont vous parlez, nous, on ne l'a pas créée, nous, on l'a subie. Oui, mais vous êtes dedans quand même. Et donc, à un moment donné, quand on est ministre-président et garant de ce qui se passe à l'intérieur, je rappelle quand même qu'avant que la question de confiance se pose, le jour même de la rentrée parlementaire, 3 personnes membres du CDH font une interview dans le journal Le Soir et attaquent un membre du gouvernement. Donc, à un moment donné, il est légitime que celui qui est le garant de cet accord de gouvernement... Donc, ce sont vos interviews, Madame Dugois. Non, elle n'était pas dedans. Non, elle n'était pas dedans. Ceci dit, voilà, il n'y a aucune raison. Franchement, vous pensez qu'aujourd'hui, maintenant, les attaques vont cesser, Ridwan Chahid? Vous êtes assez naïf pour penser ça? Oui, moi je l'espère. Je l'espère et je pense, et je suis d'accord avec M. Serex quand il dit il faut que des actes soient posés. Et je pense effectivement que le gouvernement maintenant doit s'atteler à trouver des décisions sur le dossier des allocations familiales, sur le dossier de l'assurance autonomie pour les personnes âgées, sur la bonne gouvernance, sur le stade national. Mais on voit mal comment on va faire. Non, mais on voit mal comment on va faire, ceci dit. On est d'accord. Le vote, ça ne va pas, c'est pas la confiance, elle se rétablit pas par juste un vote. Elle se rétablit par des actes et c'est ça qu'on va voir et on va le voir très rapidement et on l'a dit très clairement. Et donc les attaques vont cesser. La chose que je voulais dire, c'est qu'on a été surpris par cette demande de vote de confiance, mais pas étonné. Moi j'étais surprise parce que c'était une surprise. Mais je n'étais pas étonnée que Rudy Vervoort le fasse. Franchement, c'est de bonne guerre politique aussi. On est dans un parlement, on fait de la politique, et le ministre-président, à un moment, dit « Tiens, il y a une rupture de confiance le 19 juin, bah moi aussi, maintenant je demande quoi ?» C'est par rapport à la rupture de confiance. Mais par contre, dire « Nous, les socialistes bruxellois, on n'a rien à voir à ce pourquoi la crise a été lancée, ce que j'ai entendu. » Là, par contre, j'ai juste un petit doute sur ce que j'ai entendu exactement. Le SAMU social, ASBL, certes, dans la ville de Bruxelles, a un lien. Madame de Groot, on ne va pas polémiquer, mais... On ne va pas faire. Je voudrais... Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il y a eu évidemment quelque chose, ce n'est pas wallon. Ce n'est pas que wallon, c'est ça que je veux dire. Et c'est un peu facile de dire, ce n'est que wallon, ce n'est que Benoît Ludgen, etc. Madame juste là-dessus. Moi, je veux bien, juste là-dessus. Je veux bien que mon parti... La démocratie, c'est on a une majorité. Le jour où la majorité n'existe plus, on fait tomber le gouvernement. Et ici, vous êtes resté dans un gouvernement dont vous avez dit « Nous n'avons plus confiance, nous ne voulons pas le continuer ». Vous avez bien imaginé nos nouvelles réformes. On n'a vraisemblablement pas bien imaginé ce qu'on pensait être une bonne chose, c'est d'avoir un gouvernement dit de stabilité au niveau régional, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas tomber et avoir de nouvelles élections. Et pourquoi on l'a imaginé ? Évidemment, pour des raisons évidentes, c'est qu'on puisse avoir des élections fédérales, européennes, régionales, le même jour, et que donc, entre-temps, il n'y ait pas de décalage. On l'a imaginé pour cette bonne raison. Et maintenant, une des règles essentielles du fonctionnement d'une démocratie. Et maintenant, on voit bien que si on ne veut pas 18 mois où on ne fera rien, où on n'aura pas des actes, comme le dit Monsieur Chahid, eh bien, justement, si on veut avoir 18 mois de travail, oui, à un moment, on doit continuer. Ridwan Chahid, on vous a interrompu, là. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste préciser sur le fait qu'évidemment, mon parti a une part de responsabilité, puisque certains de ses mandataires ont largement fauté, et c'est inacceptable. Mais dire que nous sommes les seuls à avoir entraîné ces scandales,
c'était un peu osé. Je rappelle, mais tout le monde semble oublier, qu'en Wallonie, les 3 formations politiques sont impliquées dans un gros scandale qui s'appelle Publifin. Je rappelle que quand Mme Milquet a été inculpée, on a soutenu, on n'a jamais demandé la dissolution du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je rappelle, puisque tout le monde semble l'oublier aussi, que le chef de cabinet de M. Maxime Prévost a fait l'objet d'une perquisition il n'y a pas si longtemps que cela. Donc moi, je veux bien prendre ma part de responsabilité dans les scandales. Ah oui, voilà. C'était ça que j'avais pas entendu. Mais que chacun balaye devant sa propre porte et qu'ensuite, il amène des solutions pour aller dans le cadre d'une meilleure transparence et une meilleure gouvernance. Une réplique de dire et puis on termine. Vous étiez absent, donc j'avais mal entendu peut-être ce que vous aviez dit. Vous ne l'aviez pas dit exactement dans ces termes-là. On va devoir clôturer parce qu'il y a encore beaucoup de sujets. Oui, on peut passer à autre chose. Allez, on y va. On parle des sans-abri maintenant. Le secteur des associations qui viennent en aide aux sans-abri est en colère. Les associations qui prennent en charge des personnes qui se retrouvent à la rue estiment que l'on consacre trop de moyens à l'accueil d'urgence et que le scandale lié au SAMU social n'y change rien. Ces associations sont venues le dire devant les fenêtres du Parlement bruxellois lundi. C'est un reportage de Martin Collier et Anaïs Le Tiex. C'est le cri poussé par des dizaines de sans-abri et d'acteurs de terrain. Michel a vécu près de 2 ans à la rue. Elle est passée par le SAMU social, mais depuis 6 mois, elle est en maison d'accueil. On vous conseille, on vous donne des endroits où aller pour avancer. On fait vos papiers avec vous, tout. Et moi... Vous avez l'impression d'être mieux prise en charge que c'était le cas au SAMU social? Oui, ah oui, c'est sûr ça. Là, dans un centre, vous vous sentez chez vous. L'accès au logement, oublié dans la nouvelle proposition de la ministre Frémaux, c'est en tout cas l'avis des associations. Dans les colonnes de la capitale, elle propose la création du Bureau d'aide et d'insertion sociale, le BIS, un organe régional censé reprendre une partie des missions du SAMU social. Le SAMU, pendant des années, a été médiatiquement, politiquement, financièrement très soutenu, trop soutenu à notre sens, puisqu'en fait, une des missions du SAMU social, c'était de faire de l'hébergement d'urgence. Or, ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est de pouvoir trouver un juste équilibre financier, parce que les autres associations du secteur, dont certaines font aussi de l'urgence, mais dont la majorité font surtout de l'insertion sociale, et c'est là-dessus que l'on doit mettre l'accent. Pour le secteur associatif, il faut une meilleure coordination entre les acteurs et plus de répartition des moyens. Proportionnellement à l'argent que reçoit le SAMU social, on n'est pas beaucoup subsidié. Je sais que le Housing First a été créé, soutenu par le ministre actuel, mais ils ne reçoivent pas grand-chose. Et il n'y a pas que le Housing First, il y a d'autres projets qui doivent être mis en place pour toucher le reste du public. Près de 800 personnes et 50 associations ont déjà signé un appel à la création d'une assemblée décisionnelle. Son but, apporter des recommandations aux députés bruxellois. Alors, Pauline Meunier, elles ont raison, ces associations? Elles ont tout à fait raison. Et d'ailleurs, hier après-midi, BX1 diffusait les débats qui avaient lieu au sein de la commission d'enquête. Et c'était une des conclusions d'un des députés qui prenait la parole en disant justement ce qui est malsain, c'est ce côté monopole. Et ce qui est indispensable, c'est d'aider plus d'associations pour au moins diversifier la façon d'amener l'accueil. Apparemment, ils disent que même avec la nouvelle structure, ce sera toujours le cas, quoi. Donc, qui est soutenu par Céline Frémaux. Effectivement, ils se plaignent du trop de moyens qui est donné à l'accueil d'urgence. Je pense que je ne peux que leur donner raison au niveau de l'aide octroyée au SAMU social et que justement diversifier l'accueil par des maisons d'accueil, par des logements temporaires et par de l'accueil de première ligne, notamment des femmes qui sont dans une situation qui est encore plus difficile quand on est une femme sans domicile fixe, malheureusement avec toutes les réalités que ça implique. Je pense en effet qu'il faut diversifier l'approche, que chaque profil n'est pas le même. Oui. Yvan Vandenberg. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand l'eau coule en dessous de la porte, il faut quelqu'un pour éponger. Le SAMU social et d'autres peuvent faire ça. Il faut aussi quelqu'un pour ouvrir la porte et aller fermer le robinet, si pas complètement, ou un peu. Et donc mettre tout sur le travail d'urgence et très peu sur les causes, je crois que nous mènera à rien. Donc le scandale de SAMU social est l'occasion de revoir toute cette politique. Oui, mais ce que disent les associations, c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Hein. Mais c'est ce qu'elles disent. Allez, si. Donc en fait, ce qui a été convenu... La confiance est établie. Là, dans des actes. Ce qui a été convenu, en tout cas au niveau du Parlement, par l'ensemble des partis présents, c'est-à-dire écolo aussi, c'est qu'un débat
aura lieu en commission sur cette fameuse ordonnance approuvée par le gouvernement. Et cela ne va pas nous empêcher, nous parlementaires, à un moment donné, de déposer des amendements si on estime que le texte déposé par le gouvernement ne répond pas aux attentes du secteur associatif, qui, pour ma part, j'estime qu'ils ont effectivement raison. Il faut effectivement qu'il y ait une structure pluraliste qui puisse tenir compte de l'ensemble des demandes et qu'on ne soit plus focalisé sur la demande d'urgence. Donc, je pense qu'après les pratiques, l'écœurement, etc., on est encore en cours en commission SAMU sociale, je pense qu'on va enfin pouvoir parler de la politique du sans-abrisme. Et là, je pense qu'il y a vraiment deux choses à dire. Tout le monde l'a dit ici. Il faut quitter l'urgence, vraiment la réponse d'urgence. Et il faut dire que SAMU social l'a faite, cette réponse d'urgence, mais presque que ça, vers vraiment une politique à plus long terme et d'insertion. Mais la deuxième chose, c'est aussi la place de l'associatif proprement dit. Donc là, je pense que c'est ça aussi la demande qu'ils ont formulée mercredi dernier auprès de Céline Frémaux, en disant on veut être beaucoup plus associé à la gestion. Et ça, c'est le rapport vraiment du pouvoir public à l'associatif. On veut un État régulateur, certes, mais pas un État opérateur jusque dans la moindre des tentacules, où l'ASBL, qu'elle soit toute petite ou tentaculaire, voilà, comme le SAMU social, qui était une ASBL, soit encadrée, cornaquée par le politique. Il faut aussi laisser vivre l'associatif, qui lui est pluraliste. Je reprends juste une question, ce qui si est vous dit me permettez. comme mot, Donc ça veut qui dire lui qu'il est il va falloir à un moment donné rééquilibrer les subsides entre les associations. Oui. Dans le contexte politique actuel, on va réussir à le faire. Oui, nous aurons un débat au Parlement sur cette question-là. Et si on estime à un moment donné que le SAMU social reçoit trop de subsides dans la part qui est réservée par rapport aux autres, effectivement, un rééquilibre sera fait, puisque comme je vous viens de on y dire, arrivera, quoi. La volonté, c'est d'y arriver. Ouais. Voilà. Franchement, je pense que la réunion de mercredi dernier avec le secteur associatif était une réunion... profiter de la crise actuelle, la crise politique actuelle, pour pouvoir être constructif et pour pouvoir apporter une réponse qui répond à une demande du secteur et non plus une réponse politique. Chaque crise est vecteur d'opportunité, c'en est un en tout cas. Vous ne pensez pas que cette situation, pour la région, pointe aussi le fait que la ville de Bruxelles est un État dans l'État? Oui, c'est ça qui l'a mis. Ça fait 30 ans que ça existe. C'est ça. Ah oui, bon, mais d'accord. Vous savez, par rapport au passé, moi j'ai bien entendu ce que Yvan Mayer disait. Yvan Mayer a dit, en tout début, quand il s'est expliqué devant la commission SAMU social, il a dit, mais finalement, qu'est-ce que vous me reprochez? Les CPS n'ont pas répondu à l'appel, l'associatif n'a pas répondu à l'appel, et donc, voilà, moi, enfin, le SAMU social a occupé le terrain. Mais maintenant, et donc, au fond, il y a eu de vrai là-dedans, sauf que cet associatif-là, il dit non, on veut être présent, il n'y a pas que la ville de Bruxelles, et il y a aussi d'autres manières de répondre à cette crise du sans-abrisme. Et c'est cette diversité-là, cette cogestion-là aussi, cette participation de divers, à la fois CPAS et secteur associatif, qu'il faudra faire. Le véritable enjeu de cette ordonnance qui va venir au Parlement bruxellois, ça va être de permettre à la région d'insuffler une politique et non plus d'avoir la main mise dessus. Enfin, on fait de la politique. Et ça, je pense que c'est l'objectif principal, puisqu'on a laissé toutes ces années, tout parti confondu, pendant des années, on a laissé la ville de Bruxelles être seule à la manœuvre. Et c'est, pour moi, une erreur qui a été commise par l'associatif et le SAMU social n'existe que parce qu'il y a eu une déficience énorme des pouvoirs publics en la matière. Mais pourquoi les pouvoirs publics ne prennent-ils pas enfin les choses en charge? C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'on veut faire. Vous dites que vous allez financer l'associatif. Mais non, on veut insuffler une politique. On va maintenant, et c'est bien ça que la réunion avec le conseil consultatif qui réunit tout l'associatif a déjà mis sur pied, c'est quand même mercredi dernier, c'est on va maintenant se dire qu'est-ce qu'on veut par rapport aux objectifs, c'est-à-dire l'urgence versus un plus long temps qui est l'insertion, et aussi comment est-ce qu'on peut avoir un partage de responsabilités avec l'associatif. Oui, moi je ne pense pas, pour vous répondre, je ne pense pas que le politique doit à nouveau
tout cornaquer dans l'associatif. Je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire, mais que par contre, la vision, on va l'élaborer avec eux. Voilà, on va ouvrir un autre débat, un vrai débat de société maintenant avec une question: faut-il permettre à des mamans ou à des parents d'abandonner anonymement leur enfant? Une association en est convaincue, elle a décidé de mettre à disposition Aever, une boîte à bébé, un dispositif qui existe déjà depuis longtemps en Flandre, mais qui à Bruxelles n'est pas vu d'un très bon œil, c'est le moins qu'on puisse dire. Reportage de Sabine Ringelheim et Nicolas Kenhardt. Le lieu se veut discret, mais identifiable pour celles qui voudraient y avoir recours. Nous sommes à Aever, rue du Tilleul. À l'origine de cette boîte à bébé, la première à Bruxelles, la SBL Corvia et en particulier Mathilde Pelsers, infirmière sociale depuis plus de 20 ans. On a d'abord le choix de maman, la buisson, la poubelle ou sur la rue. Et maintenant, nous, on donne un choix en plus. C'est une boîte à bébé. Une maman peut y abandonner son nouveau-né anonymement. Un code permet l'ouverture de la fenêtre. À l'intérieur, un nid chauffé. Une fois la fenêtre refermée, une alarme avertit les équipes de la SBL. Le bébé est alors pris en charge avec un protocole dépendant de son état de santé. Pas bonne santé, on a un protocole avec Reine Fabiola. Comme on voit que l'enfant, ça va, on prévient tout de suite la police, le médecin et la poupinière. Mais la commune d'Aever s'oppose au projet. Des rencontres ont bien eu lieu avec les autorités locales et la police, mais n'ont débouché sur aucune autorisation, explique le bourgmestre, qui prendra un arrêté de fermeture. C'est une infraction d'abandonner un enfant en Belgique. C'est une incitation à faire une infraction. Et donc, comme il y a des solutions autres qui sont bien organisées par les deux communautés, il n'y a pas de raison de faire quelque chose qui soit bricolé, pour lequel il n'y a aucune convention ni avec la police, ni avec la commune. Je ne crois pas que ce soit vraiment une incitation à l'abandon. Quand on regarde les chiffres à Anvers, il y a 10 bébés qui ont été déposés en 10 ans. Ça fait une moyenne d'un bébé par an. Et naturellement, on espère que jamais aucun bébé va se retrouver dans cette boîte. Et la SBL Corvia maintient son intention d'ouvrir la boîte à bébé aujourd'hui ou dans les tout prochains jours. Voilà, donc elle a été fermée, hein, vous confirmez. Tout à fait. Ouais, Michel Goethe, là-dessus. Je ne suis pas trop pour, parce que, contrairement à ce qu'on pense, les bébés ne naissent pas du frotti-frotta sexuel. Ils naissent par la parole. C'est très philosophique, oui, Michel. non, un enfant... C'est pas le souvenir que j'ai, moi. Un enfant naît parce que il arrive dans un environnement qui l'accueille, les paroles de la mère, les paroles du père, les paroles des gens qui les entourent. Il reçoit un nom pour qu'on puisse parler de lui. Ouais. On naît et on reçoit une identité par cet entourage de paroles. Et ici, on est dans le mutisme, c'est-à-dire que la maman qui abandonne le bébé, elle efface toutes les paroles qui ont été prononcées. On ne sait pas ce qui a été dit au sujet de ce bébé, lui n'en saura jamais rien. Et elle ne transmet rien. Ce n'est pas le problème qu'elle abandonne son enfant et qu'elle le donne à quelqu'un d'autre, mais elle ne transmet rien. Il n'y a pas de dialogue entre elle et les gens qui l'accueillent. Ce bébé est né dans le mutisme. Et je pense que ça, c'est profondément tragique. Nous sommes des êtres de parole. Alors, Yvan Vandenberg, vous voulez réagir sur le sujet? Après ce qui vient d'être dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Okay. Parce que c'est vous êtes plutôt favorable à ce type d'initiative? Moi, je suis favorable à l'accouchement sous X, qui fera qu'il y aura beaucoup moins de... Oui, ceci dit, on ne connaîtra pas non plus sa maman et jamais. Hein, non, mais il ne sera pas dans une boîte, il sera directement adoptable, il sera directement entouré. Et moi, je suis assez partagé, Jean-Christophe, parce qu'il y a d'une partie la détresse des mamans... qui ne veulent pas de bébé, qui veulent s'en débarrasser, etc., pour plein de raisons qu'on peut imaginer, mais même des cas catastrophiques de viol, etc. D'un autre côté, il y a ce besoin de l'enfant de vouloir connaître, ce droit de l'enfant, en fait, de vouloir connaître qui apparemment prime d'après légalement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Je suis assez partagé sur ça. En fait, à la base, quand j'ai vu le sujet, boîte à bébé, moi, ça me pensait à boîte de nuit pour bébé, je trouvais ça chouette. Mais en fait, je me rends compte que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Joker de ma part. Paline Meunier.
Moi, je trouve que dramatiquement, ce genre de mécanisme doit exister. Et parce que, en fait, le système, à l'heure actuelle, tel qu'il est prévu, donc vu que l'accouchement sous X n'est pas possible, c'est un accouchement discret, etc., au vu du système tel qu'il est, j'ai peur que certaines situations de mères très jeunes, qui n'ont pas assumé leur grossesse, d'enfants de viol, etc., qu'il y ait des enfants qui se retrouvent dans des situations encore pires qu'une boîte où sa présence est tout de suite signalée, il va être pris en charge, il est en sécurité, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est le dernier cliquet de sécurité parce que tout le système précédemment a failli et n'a pas permis à la mère de vraiment mettre en place tout ce dont elle aurait eu besoin. Donc, c'est très triste, mais je pense que ça doit exister. Donc voilà des experts partagés. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs propositions de loi pour permettre un accouchement sous X ou un accouchement dans la discrétion avec une possibilité plus tard de connaître le nom de son géniteur. Ridouane Chahid, donc c'est fermé, c'est à Evere, une commune où vous êtes échevin. C'est définitif, ce type d'installation ne pourra jamais ouvrir dans votre commune? En tout cas, dans l'état actuel des choses, elle ne pourra pas ouvrir puisqu'elle est en infraction avec le décret, que ce soit le décret de la communauté française ou le décret de la communauté flamande, elle ne rentre pas dans les conditions. Je voudrais quand même dire que nous avons rencontré les responsables de cette ASBL il y a 1 an, que nous leur avions clairement identifié les différentes étapes et procédures qu'il fallait suivre, qu'il ne suffit pas de déposer un bébé, il faut après assurer tout le suivi administratif au-delà du suivi de santé de l'enfant. Vous étiez a priori favorable alors? Au départ, on était prêt à accompagner. Et puis, on n'a plus eu de nouvelles de la part de l'ASBL jusqu'au jour où on a appris par un Belga qu'une conférence de presse se tenait pour ouvrir cette boîte à bébé. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Je rappelle qu'une boîte à bébé, ça implique un certain nombre de responsabilités. Donc attention. Et moi, je partage tout à fait l'avis. Je me battrais plutôt pour mettre en place, faire voter une loi accouchement sous X. Mais bon, voilà, comme vous l'avez dit, plusieurs propositions ont été mises. Oui, on a l'impression que c'est un sujet qu'on n'arrive pas à trancher. C'est un sujet très délicat, comme vous le dites. Ouais. Julie de Groot. Ça résonne très fort chez moi, en fait, parce que d'abord, un accouchement sous X ou un accouchement anonyme, c'est vrai que ça permet d'accompagner la détresse qui est au départ, qui est la détresse de la mère qui dépose ou qui veut abandonner son enfant. Et c'est vrai que ça résonne très fort chez moi parce que, je me permets pour une fois quelque chose de personnel, cet été, nous sommes partis, toute la famille, voir l'orphelinat de notre fils, en fait, au fin fond du Sud-Sibérie. Et c'était extraordinaire en termes, je parle du terme parole, en termes, c'est quoi l'appartenance? Il y a ces phrases un peu bibliques pour les bons textes. La chair de ma chair, ça veut dire quoi au fond? C'est quoi l'amour, la filiation, l'appartenance? Toutes les femmes qui avaient éduqué notre fils étaient revenues, même celles qui étaient parties, qui étaient pensionnées, et qui voyaient ce beau jeune homme adolescent de 13 ans, d'1m85, et qui disaient, mais notre bébé, c'est notre bébé qui est là, qui est revenu, qui a fait le lien. Qui a fait le lien physique, le lien de parole, qui a fait juste le lien. Alors c'était à sa demande. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui ont été voir le film Lion. Moi, voilà, c'était trop proche pour moi pour aller le voir. Donc, et on n'est pas dans un film américain. Mais quand ça se fait, c'est magnifique. C'est magnifique pour lui, pour cette idée que l'appartenance, au fond, c'est quelque chose de très ouvert. Ouais. Et donc vous défendez vraiment la volonté de connaître ses origines et de pouvoir y retourner à un moment donné. Et donc c'est cet anonymat total. Nous, on a dû répondre à cette demande, qui était la demande d'un ado. Il était relax, il n'était pas en train de pleurer tous les jours en disant je veux retourner chez moi. Il voulait avoir des chouettes vacances aussi. Il disait qu'est-ce qu'on va faire aussi par ailleurs, etc. Donc il est un ado de 13 ans, voilà. Mais on a répondu à cette demande. Et alors ce qui en sort, c'est tout un cheminement, pas facile, Pas facile. C'est pas facile, mais c'est tout un cheminement qui est magnifique. Vous qui défendiez cette possibilité d'accoucher totalement dans l'anonymat. Mais moi, j'entends vraiment de toute la pertinence et toute la profondeur du lien qui se crée et de la relation. Maintenant,
pour revenir un peu sur terre, si on a une jeune fille de 14 ans qui a été abusée, qui tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas aller à l'hôpital, elle va devoir cacher sa grossesse si elle y arrive de ses parents le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'elle va faire du bébé? Mais là, on nous répond qu'il y a des organismes d'adoption qui peuvent prendre en charge. Oui, très quand vous avez 14 ans et que vous êtes dans une telle situation de détresse, vous savez trouver les bons organismes, etc. Non, je ne pense pas. Tandis qu'aller jusque Evere, déposer dans la boîte à bébé, je pense qu'elle m'a... Dernier filet de sécurité. Du coup, cette jeune fille, si elle n'est demain pas de 14 ans, qui a été déposé son bébé, je ne parle même pas de l'enfant après, mais cette jeune fille, si elle n'a aucun accompagnement psychologique, social. Elle reste dans sa détresse. Elle reste dans sa détresse. C'est pas que cette détresse-là, à ce moment-là, elle a un cheminement aussi. On sait ce qui va arriver et qui n'est pas culpabilisant. Il faut arriver à déculpabiliser. Qui n'existe pas, puisque il y en a très peu. Si on regarde ces dernières années, on ne peut pas dire qu'à Bruxelles, on ait dû faire face à un certain nombre de bébés retrouvés, que ce soit dans la rue ou dans un parc ou je ne sais quel autre endroit, puisqu'on n'en a pas connaissance. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, quand on avait rencontré la SBL, on leur avait dit, voilà les procédures, mais écoutez-nous, il y a un certain nombre de démarches à faire. Même pour l'enfant, il faut lui donner un nom de famille, parce que si les parents, la maman ou le papa ne veut pas le récupérer, il faut assurer aussi un suivi pour cet enfant. Alors je veux bien qu'on dise que la loi ne permet pas aujourd'hui la disposition de cette boîte à bébé, mais alors aidez-nous à faire une sorte d'accompagnement. Cette ASBL n'a pas voulu nous accompagner, faire une convention. Après, c'est plus de notre ressort. Et comment est-ce qu'on s'assure que les deux parents sont d'accord? C'est très très compliqué, effectivement. On ne va pas trancher le débat ici, mais en tout cas, ça pose beaucoup de problèmes. On l'a ouvert. Comment on s'assure que ce soit les parents qui déposent ce bébé? Oui, effectivement, il y a beaucoup, puisque l'anonymat est garanti, effectivement. Mais on va arrêter ici pour ce débat, mais on aura sans doute l'occasion de reparler ici ou dans une autre émission, sans aucun doute. On va passer maintenant à la séquence tête d'affiche. Et donc la séquence tête d'affiche, pour ceux qui connaissent, on va vous diffuser 4 visages et on va vous demander de choisir et de commenter un des visages. On y va, on commence avec vous, Julie De Groot. On commence avec Donald Trump qui a déclaré qu'il n'hésiterait pas à détruire la Corée du Nord. Ou Angela Merkel, l'inoxydable chancelière allemande qui devrait être élue dimanche. Arnaud qui est désormais citoyen d'honneur de la ville de Bruxelles. Ou les candidats étudiants médecins qui ont raté l'examen d'entrée et qui dénoncent ce type de sélection. Vous choisissez quoi? Vous choisissez qui plutôt là, je vais choisir... Arnaud. Ouais, vous auriez pu. Arnaud, quand même. Et pousser la chansonnette. Mais ici. effectivement, il paraît que vous avez une très belle voix en plus. Ouais. Allez, Angela Merkel, parce qu'il faut croire à un projet européen et que j'espère qu'elle sera assez forte pour aussi montrer des vrais changements. Donc je pense que simplement pour ce projet-là, pour maintenant les élections qui doivent ouvrir un nouveau projet européen, Angela Merkel, oui. Et pas parce qu'elle est au pouvoir et qu'elle semble indélogeable depuis une vingtaine d'années. C'est quand même intéressant, hein. Tous les jeunes qui votent pour l'inoxydable Angela Merkel, c'est fabuleux. En même temps, il y a quelque chose de fabuleux parce que de nouveau, les codes, en fait, c'est quoi, hein? C'est quoi les codes? On parle de jeunisme, de remplacement, de changement, etc. Mais je pense qu'elle a vraiment une conviction européenne profonde. Il ne faut pas oublier du pays peut-être le plus riche de l'Union européenne qui pourrait se permettre une autre posture vis-à-vis de ses partenaires. Et la posture que l'Allemagne a prise dès le départ est une posture collective. Ce n'est pas une posture d'arrogance économique, etc., politique. Et donc je pense que ça, c'est vraiment... chapeau. Alors vous auriez choisi aussi Angela Merkel Non Plutôt Arnaud alors. Ouais. Allez, on va voir vous qui vous allez choisir. On découvre votre... Michael O'Leary, le patron de Ryanair. Il a beaucoup de problèmes pour l'instant avec ses pilotes. Sébastien Courtois, l'avocat de Médine et Mouche, qui ne veut pas assister à son procès. Yvan Mayer, qui a remis sa lettre de démission au conseil communal. Ce serait effectif ce lundi. Et René Weiler, ex-entraîneur d'Anderlecht, qui a jeté le gant cette semaine. Il n'en pouvait plus d'être critiqué par les supporters. Ridwan Chahit. Alors. Je vais choisir le patron de Ryanair. Michael O'Leary. Tiens donc. Mais plutôt pour dénoncer l'attitude avec laquelle ils ont géré ces dernières semaines
leur crise interne, venir nous expliquer qu'il y a des vols qui sont annulés parce qu'on a oublié de comptabiliser des congés de pilotes. Je trouve ça un peu scandaleux, surtout quand on sait que Ryanair a pu bénéficier de certains avantages à Charleroi. Le minimum, ça aurait été de respecter les voyageurs de Ryanair. Voilà. Ok, et donc le patron qui a tout réussi et qu'on a présenté à un moment donné comme un exemple... Si je peux me permettre, aujourd'hui on voit que ce modèle est en train de se casser petit à petit, puisque le patron qui a vraiment tout réussi, qui nous a présenté un modèle low cost qui va plaire à tout le monde, est en train de se détricoter petit à petit. Et donc certains, comme le modèle Uber par exemple, devraient se poser des questions. Ouais, vous auriez aussi choisi Michael O'Leary ou Oui, et en faisant, en faisant le lien avec le tout premier thème et le mot que j'employais, complicité. On doit pouvoir, nous, les citoyens, mais aussi les politiques évidemment, continuer à s'indigner quand on est complice de certaines pratiques. Moi, j'ai aussi été client, parce que voilà, et maintenant vous prendrez Ridwan, vous prendrez non, mais plus Ridwan Chahid parle à juste titre des clients de Ryanair. Moi, j'ai été client de Ryanair parce que c'est effectivement le billet vraiment pas cher, etc. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne savais absolument pas que les pratiques sociales étaient celles qu'elles sont? Non, franchement dit, non. Ce n'est pas, c'est quelque chose, c'est un problème qui est Mais c'est connu. Un beau débat, c'est un beau débat sur la responsabilité du consommateur, effectivement. Oui, et sur donc la complicité dans les actes. La complicité dans les actes qu'il pose, en fait. Voilà, on va passer maintenant à la séquence coup de cœur. Et là, je pense qu'il y a un tout petit jingle juste avant cette séquence. Et le coup de cœur de Mehmet Köksal, c'est un morceau de chocolat. Oui, désolé, chocolat blanc, mais oui, parce que j'ai mangé. Non, mais j'ai mangé le chocolat noir. Alors je vais le mettre à l'endroit. C'est un chocolat qui vous dit. C'est un chocolat qui vous dit bravo, Mehmet. Mais il me dit bravo parce qu'en fait, je prends le train et puis je prends le vélo, donc pour aller d'un bout de Bruxelles à l'autre. Et j'étais super étonné positivement de cette campagne du GRAC. Le GRAC, c'est le groupe... Les cyclistes quotidiens. Voilà, le groupe de réflexion d'action des cyclistes quotidiens. En fait, ils étaient tous place d'Ailly. Et à chaque fois qu'il y avait un vélo qui passait, c'était bravo. Et puis, dès qu'il y a une bagnole qui passait, c'était ouh. Et puis, on distribuait des chocolats à ceux qui avaient des bravos. Okay. J'étais parmi les bravos. Alors, vous, Michel Goethe, c'est un livre, c'est... Marc Wachber. Marc Wachber, c'est le patron des archives et musées de la littérature. Il publie en 3 volumes, le deuxième vient de paraître, une histoire de la littérature belge, une histoire qu'on connaît trop mal, et c'est dommage parce qu'en fait tous ces livres parlent de nous, ils nous apprennent beaucoup de choses sur nous. Et là c'est le tome qui est consacré à une période dont on parle beaucoup, qui est l'entre-deux-guerres, c'est la période de la littérature belge la plus politique, et il y a évidemment aussi un article sur Tintin. Ok, très bien, et c'est aux éditions Peter Lank. Voilà, comme ça, je l'ai dit. Opaline Meunier, il faut aller très vite. Votre coup de cœur? Mais c'est les étudiants en médecine qui étaient encore lundi dernier devant chez Maggie de Bloch pour être reçus et qui ont dépassé les limites de leur autorisation de la police jusqu'à être reçus par le cabinet, qui était prêt à prendre des sanctions administratives communales, qui en ont pris et qui étaient prêts à se faire embarquer pour se faire entendre, pour obtenir un numéro INAMI. Et ça vaut un coup de cœur parce que ces étudiants-là, c'est des premières années qui veulent être médecins. C'est pas tout à fait exactement leur secteur. D'une organisation étudiante qui parle, on n'en est pas étonné. Yvan Van Den Berg, pour terminer par vous voulez parler d'une rencontre consacrée aux médias, à la création d'un vrai média bruxellois. Vous estimez qu'il n'y en a pas vraiment un. Écoutez, et on ne va pas vous en vouloir. Mais vous pouvez y aller. Vous êtes sur un média bruxellois, mais on ne va pas vous en vouloir. Allez-y. Donc j'y vais. Bruxelles Académique organise un grand débat sur la question des médias bruxellois. En gros, pour constater qu'il y en a beaucoup domiciliés à Bruxelles, mais qui ne sont pas des médias bruxellois. Par exemple, Bruce, qui fait du bon travail, regarde Bruxelles met Vlaamse brillen. BX1 fait du bon travail, regarde Bruxelles avec des lunettes francophones et sans sous-titres. Et puis tant pis pour ceux qui parlent ni français ni néerlandais. Et donc ce sera un colloque pour faire le point sur le sujet. Mais il faut tout de même que je vous donne la date. Ce sera au Beurs-Schouwburg le 27 octobre à 18h. Et il y aura tous les grands ténors des grands médias, mais aussi des alternatifs. Voilà, merci en tout cas pour tous ces coups de cœur. Et moi, je vais très vite rendre l'antenne parce que je me fais gronder par le réalisateur. Merci d'avoir été des nôtres, Ridwan Chahid et Julie De Groot. À très bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez.